Bienvenue dans notre exploration du jour. On s'attaque à un sujet qui traîne derrière lui une valise pleine de clichés et de mystères, l'hypnose. Ah oui, On pense tout de suite au pendule qui se balance, à l'artiste de music hall qui crie «Dormez» et au pauvre volontaire qui se met à imiter une poule sur scène. c'est l'image d'Épinal, tout à fait. Mais évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est que derrière cette image un peu kitsch se cache, tout autre chose. Notre mission, avec les sources qu'on a sous les yeux, c'est de faire le tri. De séparer le grain de l'ivraie. Exactement. Comprendre ce qu'est vraiment cet état, ce qui se passe concrètement dans le cerveau, où la science a dit oui, ça marche, et surtout, comment ne pas tomber sur un charlatan. Et pour ça, on a une base solide. On s'appuie sur des documents de l'Institut français d'hypnose, un rapport d'évaluation très fouillé de l'ANSERM qui fait autorité, Ah oui, il est très complet. plusieurs articles scientifiques sur les mécanismes neurophysiologiques et des guides qui comparent les différentes approches. L'idée, c'est vraiment de donner une vision à 360 degrés, sans complaisance. Parfait. Alors, la première question, celle que tout le monde se pose, cet état d'hypnose, c'est quoi au juste? Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on est une sorte de marionnette sans volonté? J'avoue que l'idée de perdre le contrôle, c'est ce qui inquiète le plus, je crois. C'est le mythe fondateur, et c'est la première chose que toutes nos sources s'attachent à déconstruire. Non, ce n'est ni du sommeil, ni une perte de contrôle totale. D'accord. La définition la plus juste, c'est un état de conscience modifié. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un état parfaitement naturel. Ah oui? Comment ça? On l'expérimente tous, tous les jours, quand on est complètement absorbé par un film au point de sursauter si quelqu'un nous parle. Oui, ça m'arrive tout le temps. Ou qu'on lit un livre et qu'on a l'impression d'entendre la voix des personnages, c'est déjà une forme de transe hypnotique. L'attention est tellement focalisée sur une seule chose que le reste du monde s'estompe. Donc l'hypnose en thérapie, c'est juste une amplification de ça. C'est ça, on l'amplifie et on l'utilise volontairement. C'est droit parce que le mot lui-même nous met sur une fausse piste. Hypnose, ça vient du grec hypnos. Le sommeil, oui, c'est un héritage historique qui prête à confusion, un abus de langage qui date du 19e siècle. En réalité, la personne en état d'hypnose reste consciente. Elle l'entend tout à fait. Elle entend la voix du praticien, elle peut parler, bouger, simplement son attention est réorientée. Au lieu d'être tournée vers l'extérieur et dispersée, elle est concentrée vers l'intérieur, sur des sensations, des images, des souvenirs. D'accord, l'expérience subjective est plus claire. Mais ce qui est incroyable, c'est que nos sources décrivent des changements mesurables dans le cerveau. Ce n'est pas juste une impression. Qu'est-ce qu'on voit à l'IRM, par exemple? Exactement. Et c'est là qu'on quitte le mystère pour entrer dans la science. L'imagerie cérébrale montre une signature neurologique assez unique. Premier changement majeur, l'activité du réseau du mode par défaut. Attends, le réseau du mode par défaut. C'est le réseau qui s'active quand on ne fait rien, quand on laisse nos pensées vagabonder, qu'on rumine, qu'on s'inquiète pour demain. C'est le bavardage mental en quelque sorte. La petite radio interne qui ne s'arrête jamais. C'est une excellente image. Sous hypnose, le volume de cette radio baisse, le mental devient plus calme. En parallèle, on observe une activation des zones liées à l'attention, comme le cortex singulaire antérieur. Donc, le cerveau se met en mode hyper-concentration. C'est ça. Moins de bruit de fond, plus de concentration. Et le troisième élément, qui est peut-être le plus important, une partie de notre cortex préfrontal, qu'on pourrait appeler notre centre de contrôle critique. Le gardien de la logique? Le gardien de la logique, exactement, se met aussi en veille. C'est cette partie qui analyse, juge, doute et dit non, ce n'est pas possible. En la mettant temporairement sur pause, le cerveau devient beaucoup plus ouvert aux suggestions. Attends, si je comprends bien le mécanisme, le cerveau se met volontairement en mode crédule pour pouvoir accepter une nouvelle idée comme cette douleur diminue ou cette cigarette me dégoûte. C'est exactement ça. Et ce que tu appelles le mode crédule, les psychologues le décrivent à travers 3 mécanismes clés. La focalisation, dont on a parlé, la suggestibilité accrue et un phénomène très curieux appelé la dissociation. La dissociation, c'est l'idée de se sentir un peu spectateur de soi-même? C'est ça, c'est cette sensation étrange où une partie de nous observe pendant qu'une autre agit. Tu sais, quand on conduit sur une autoroute familière et qu'on arrive à destination sans aucun souvenir des 5 dernières minutes. Ah oui, le pilotage automatique. Notre corps conduisait parfaitement, mais notre esprit conscient était ailleurs, dissocié. En hypnose, on utilise cette capacité pour, par exemple, se dissocier d'une douleur et la percevoir comme une information lointaine. C'est fou. Donc, l'hypnose n'est pas une seule et même chose? J'imagine qu'il y a différentes manières de guider quelqu'un.
Les sources semblent opposer deux philosophies très différentes. Tout à fait. D'un côté, on a cette image du praticien très autoritaire. Est-ce que ça correspond à une approche réelle ou c'est juste le cliché des spectacles? Non, non, ça correspond à une approche bien réelle, qu'on appelle l'hypnose classique ou traditionnelle. Dans ce modèle, le thérapeute est effectivement en position haute, il est directif. Il donne des ordres en gros. Presque. Il utilise des suggestions très directes. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Maintenant, votre bras devient léger. Le sujet est plutôt passif. Ça semble un peu brutal. Ça s'utilise encore beaucoup? Moins qu'avant, mais ça a toujours ses applications. Pour des objectifs comportementaux très ciblés, comme l'arrêt du tabac ou certaines phobies. Mais son manque de flexibilité a mené au développement d'une approche radicalement opposée. L'hypnose ericksonienne, c'est ça? Du nom de ce psychiatre américain Milton Erickson. Une figure révolutionnaire, oui. Erickson a tout inversé. Son approche est permissive, indirecte. Le thérapeute n'est plus en position haute, il se met en position basse. Il n'est plus celui qui sait et qui ordonne, il est un facilitateur. Comment ça? Au lieu de suggestions directes, il va utiliser un langage flou, des métaphores, des histoires. Pour contourner le fameux gardien de la logique dont on parlait? Précisément. L'idée est de parler un langage que l'inconscient comprend, un langage symbolique, pour contourner les résistances. À quelqu'un qui a peur de parler en public, le praticien classique dirait « vous êtes calme ». Et l'éricksonien? L'éricksonien pourrait raconter l'histoire d'un vieil arbre qui, malgré les tempêtes, a des racines si profondes qu'il reste stable. Il invite la personne à sentir ses propres racines. La solution n'est pas imposée, elle émerge de la personne. C'est beaucoup plus respectueux. D'accord, le tableau est beaucoup plus clair. On a un outil puissant avec des approches variées. Mais la question qui tue, est-ce que ça marche vraiment? On a ce fameux rapport de l'INSERM, des méta-analyses. Que dit la science sur l'efficacité de l'hypnose? C'est là que ça devient passionnant parce qu'on a des réponses très claires pour certains domaines. Le premier, et c'est confirmé sans ambiguïté par l'INSERM, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Vraiment? Oui, les études montrent que l'hypnose permet de réduire significativement les douleurs, les ballonnements et d'améliorer la qualité de vie là où les médicaments sont souvent peu efficaces. C'est très spécifique. Mais le domaine qui m'a le plus impressionné dans nos sources, c'est son utilisation en anesthésie. L'hypnosédation. Ça semble presque de la science-fiction. Pourtant, c'est une pratique de plus en plus courante dans les blocs opératoires. On combine une anesthésie locale très légère avec un état d'hypnose profonde. Et ça fonctionne? Les sources rapportent des études très solides montrant une réduction drastique de la consommation de sédatifs et d'antidouleurs pendant des interventions comme des biopsies ou des chirurgies de la thyroïde. C'est dingue! Imagine, au lieu de se focaliser sur le bruit de la fraise chez le dentiste, ton attention est guidée vers le souvenir d'une plage ensoleillée. La sensation dans ta bouche devient une information distante, non pertinente. Et ça s'étend à la gestion de la douleur en général, j'imagine? Absolument. C'est l'un de ces champs d'application les mieux validés. L'imagerie cérébrale prouve que les suggestions hypnotiques modulent l'activité des régions du cerveau qui interprètent la douleur. Donc ça ne supprime pas la sensation? Non, ça change la façon dont le cerveau l'aperçoit. C'est très efficace pour les douleurs aiguës, chez les grands brûlés par exemple, ou pour des douleurs chroniques comme la fibromyalgie. Les sources citent aussi des chiffres assez frappants pour l'anxiété. J'ai noté une méta-analyse de 2019 qui semblait très positive. Oui, cette méta-analyse est éloquente. Elle conclut que les personnes traitées pour l'anxiété avec l'hypnose montrent une amélioration de 79% supérieure à celle des groupes de contrôle. 79%, c'est énorme. Et c'est encore plus efficace quand c'est combiné à une psychothérapie. C'est un outil formidable pour gérer le stress, les phobies ou l'anxiété avant une opération. Donc, intestin irritable, douleur, anxiété, voilà le trio de tête où les preuves sont solides. Mais pour être honnête, les sources sont aussi très claires sur le fait que, pour d'autres applications très populaires, c'est beaucoup plus flou. Il faut absolument en parler, oui, pour ne pas créer de faux espoirs. Le cas le plus emblématique, c'est l'arrêt du tabac. C'est une des premières choses auxquelles on pense pourtant. C'est l'une des demandes les plus fréquentes, mais les résultats des études sont... Complètement contradictoires. Certaines montrent un grand succès, d'autres aucun effet supérieur à un placebo. Du coup, l'INSERM conclut à des données insuffisantes. Ça peut marcher, mais ce n'est pas une garantie. Voilà. On ne peut pas l'ériger en méthode miracle. Même chose pour l'accouchement, si j'ai bien lu. Exactement. Il n'y a pas de preuve claire que ça réduit la douleur de l'accouchement pour tout le monde. En revanche, beaucoup d'études montrent des bénéfices sur la gestion de l'anxiété, la durée du travail et le vécu de l'expérience, ce qui est déjà énorme. C'est plus un outil d'accompagnement. Pas une péridurale naturelle, non. D'accord.
On voit que c'est un outil puissant, mais ça me fait tout de suite penser aux dérives potentielles. Est-ce qu'on risque quelque chose? C'est la question essentielle. Il faut séparer des fantasmes des vrais risques. Les peurs populaires, comme perdre le contrôle ou rester bloqué en transe, C'est un mythe. c'est un mythe total. Nos sources sont unanimes. On ne peut pas vous forcer à faire quelque chose qui heurte vos valeurs profondes. Et on sort toujours de l'état d'hypnose. Au pire, on s'endort d'un vrai sommeil et on se réveille plus tard. Le danger ne vient donc pas de l'outil, mais de la main qu'il tient. Tu as tout résumé. Le risque numéro 1, et de très loin, c'est l'incompétence du praticien. Une personne mal formée peut être maladroite, renforcer un problème au lieu de le soulager. Voire pire. De retrouver des souvenirs traumatiques, il peut sans le vouloir en créer de toutes pièces. Et il y a des cas où c'est carrément déconseillé. Oui, il y a des contre-indications claires. Pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères comme les troubles psychotiques ou la schizophrénie, il faut une prudence extrême et ça doit être fait uniquement par un psychiatre aguerri. Ça nous amène au point crucial. Comment on choisit? Comment on s'assure de frapper à la bonne porte? C'est un peu la jungle, non? C'est plus que la jungle, c'est un Far West. Et c'est le message le plus important de nos sources, notamment de l'Institut français d'hypnose. En France, le titre d'hypnothérapeute n'est absolument pas réglementé. N'importe qui peut s'installer? N'importe qui peut suivre une formation de 3 jours en ligne et clouer une plaque sur sa porte. La vigilance est donc de mise. Alors, quels sont les feux verts, les critères à vérifier absolument? Le premier réflexe, si la demande concerne un problème de santé, est de chercher un professionnel de santé diplômé d'État. Un médecin, un psychologue, un psychiatre, une infirmière, un dentiste. Dont la profession est cohérente avec la demande. Exactement. On ne va pas voir un dentiste formé à l'hypnose pour traiter une dépression. C'est une garantie de sérieux, d'éthique et de compétence. Et au-delà de ce diplôme de base, il y a la formation à l'hypnose elle-même, j'imagine. Bien sûr, il faut se renseigner. Où le praticien a-t-il été formé? Est-ce un organisme reconnu? Quelle est la durée de la formation? Quelques jours ou plusieurs centaines d'heures? A-t-il été formé à l'hypnoanalgésie pour la douleur ou à l'hypnothérapie pour le psychique? Ce ne sont pas les mêmes compétences. Et au-delà du CV, il y a le facteur humain. Il est fondamental. La qualité du lien, la confiance, le sentiment d'être en sécurité et écouté, c'est 50% du travail. Il ne faut jamais hésiter à appeler, à poser des questions et à se fier à son intuition. Et les signaux d'alarme, les drapeaux rouges? Toute promesse de guérison miraculeuse en une seule séance, tout discours qui dénigre la médecine conventionnelle ou qui demande d'arrêter un traitement, un praticien qui garantit des résultats doit faire fuir. L'hypnose n'est pas de la magie. Exactement. Ça reste une approche complémentaire qui s'inscrit dans un parcours de soins global. C'est un parcours fascinant. On est parti de la caricature du spectacle et on arrive à une pratique clinique validée par la science qui agit sur la douleur, l'anxiété, en modifiant réellement l'activité de notre cerveau pour nous reconnecter à nos propres capacités de changement. La conclusion qui se dégage de toutes nos sources est limpide. L'hypnose n'est pas une solution magique. C'est une technique sérieuse dont la sécurité et l'efficacité reposent presque entièrement sur la compétence et l'éthique du praticien. Quand ces conditions sont réunies, c'est un adjuvant thérapeutique formidable. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la route. Nos sources nous montrent que l'hypnose fonctionne en nous aidant à contourner le contrôle critique de notre esprit conscient pour accéder à des ressources internes. Ça pose une question assez vertigineuse. Oui, Dans quelle mesure les limites que l'on perçoit dans notre vie face à une douleur, une anxiété, une habitude, ne sont-elles que des constructions de ce même esprit conscient? Et comment pourrait-on, même au quotidien, apprendre à mieux dialoguer avec cette partie plus profonde de nous-mêmes?